C'est avec une vive émotion que nous vous présentons ce récit sur le destin tragique de la princesse de Lamballe. Ce qu'elle a subi au moment de sa mort et l'humiliation post-mortem dépasse tout ce qu'on peut imaginer dans le sordide, la cruauté, le déshonneur. Eh bien, bienvenue dans Histoire de France. Ce soir, la princesse de Lamballe ou le funeste destin. Alors, quand on parle de la princesse de Lamballe, on parle bien sûr de ce qu'elle est advenue, de ce qui lui est arrivé ce 3 septembre 1792, et on ne pourrait que dire l'atrocité dans laquelle elle a eu sa fin, et dans quel dénuement ont pu être ceux, d'ailleurs des témoins, une femme en particulier qui la cherchait et qui a assisté à cette horreur. Mais qui était la princesse de Lamballe? Je m'excusais d'abord auprès de vous des détails que je pourrais vous dire concernant justement ce massacre de rue, ce 3 septembre 1792, mais il ne faut pas oublier que cette princesse Marie-Thérèse Louise de Savoie-Carignan, dite Mademoiselle de Carignan et aussi Madame de Lamballe, est née au palais de Carignan le 8 septembre 1749 et est morte donc le 3 septembre 1792 à Paris. Princesse de la maison de Savoie, elle devient la princesse de Lamballe avec son union avec Louis-Alexandre de Bourbon, fils de Louis Jean-Marie de Bourbon, petit-fils de Louis XIV, marié en 1767, mais elle ne sera mariée qu'une année, puisque son mari, un débauché d'ailleurs, qui fréquentait des femmes de petite vertu, qui a été atteint de maladies vénériennes, mourra l'année suivante de ce mariage. Lamballe n'avait que 18 ans. Elle devient amie avec la future reine Marie-Antoinette, alors dauphine de France, et elle est nommée alors par l'intermédiaire de Marie-Antoinette auprès du futur Louis XVI surintendante de la maison de la reine une fois que celle-ci sera reine. Elle sera supplantée par la fameuse Gabrielle de Polignac dans l'affection de la souveraine, mais elle lui reste quand même très dévouée à Marie-Antoinette, qui devenant reine de France ce qu'elle paiera de sa vie. Ayant alors suivi la famille royale après la journée du 10 août 1792, elle est incarcérée, puisqu'il a été interdit à ceux qui n'étaient pas de la famille royale de pouvoir être auprès du roi et de la reine, et elle est incarcérée dans la fameuse et sinistre prison de la Force, et elle sera mise à mort par la foule lors des fameux massacres de septembre. Alors c'est très difficile de distinguer son vrai visage sur les différents portraits qui existent de la princesse. Il faut se fier au portrait d'un certain Danlou en 1791-92 et au portrait attribué à Calais où l'on voit la jeunesse de la princesse. Il existe aussi un portrait du peintre Louis-Édouard Rioux, une copie d'après un original apparemment, car Rioux était né en 1790, donc n'a jamais vu la princesse de ses propres yeux. Mais vu la ressemblance à d'autres portraits, un nez un peu allongé, la petite bouche et les grands yeux, il doit bien avoir un original, mais qui l'a peint? Personne n'en a aucune idée. Marie-Thérèse Louise de Savia, en italien Maria Teresa Luisa di Savoia, plus connue sous le nom de princesse de Lamballe, est donc née à Turin ce 8 septembre 1749, le même jour d'ailleurs que la fameuse Yolande de Polastron, duchesse de Polignac, et bien sûr cela n'est que une seule apparence puisque ces deux femmes bien sûr se connaîtront et se côtoieront. Elle est de la branche cadette de la famille royale de Piémont. Elle devient membre d'une branche légitimée de la famille royale de France par son mariage donc en 1767 avec le fils du duc de Penthièvre, lui-même fils du comte de Toulouse, qui était légitimé de Louis XIV et de Madame de Montespan. Donc elle s'est mariée avec un descendant direct du roi Soleil. Elle est la fille de Louis-Victor de Savoie-Carignan, 1721-1778, en italien Luigi Vittorio di Savoia-Carignano, Principe di Carignano, et de Christine Henriette de Hesse-Rheinfels-Rotenbourg, donc une princesse, disons, allemande.
Elle est la tante à la 7e génération de l'actuel chef de la maison royale d'Italie, Victor Emmanuel de Savoie, et à la 8e génération de son fils, Emmanuel Philibert de Savoie, épouse de l'actrice Clotilde Courreau, qui est elle-même, Clotilde Courreau, c'est assez marrant, mais c'est vrai, une cousine éloignée, très éloignée de la princesse de Lamballe. Alors, on y distingue le caractère affable de la princesse. On y voit de l'insouciance, une esquisse d'un sourire gracieux, beaucoup de bonté. On y voit aussi une femme, disons, qui est à l'aise, qui a l'air sûre d'elle et qui, bien sûr, n'a pas l'air de pouvoir descendre de la situation dont elle est. Elle grandit à Turin, il mène une existence maussade et stricte, mais éloignée des complots et des intrigues de la cour d'Italie. Elle passe pour une enfant douce, sage, pieuse, traits de caractère qui vont pousser le duc de Penthièvre à la choisir comme épouse pour son fils, Louis-Alexandre de Bourbon, 1747-1766, prince de Lamballe. Elle épouse donc ce prince de Lamballe, arrière-petit-fils de Louis XIV, fils d'un des hommes les plus riches d'Europe, le 17 janvier 1767 par procuration à Turin, puis le 31 janvier suivant à Nangis. Alors ce couple n'aura pas de bonheur, va très vite, le prince reprend ses habitudes de jeu et de femme, délaisse son épouse qui se réfugie auprès de son beau-père. Elle commence à développer ses accès de mélancolie, ses vapeurs, qui la plongent dans des évanouissements plus ou moins longs selon les chroniques de l'époque. Le médecin chirurgien Seffert, médecin de la cour et futur médecin personnel du prince François-Xavier de Saxe au château de Chaumont, la sauvera d'une grave maladie, ce qui lui vaudra une protection de Marie-Antoinette et une très grande réputation. On viendra même à Paris, à Chaumont, pour se faire guérir par ce fameux médecin. Alors, les Penthièvre sont une issue d'une famille légitimée, mais illégitime de la Maison de France, parce que, comme on disait à l'époque, de la main gauche. Mais elle est aussi, depuis la mort de son frère, la plus riche héritière du royaume. En 1769 également, après la période de deuil qui a suivi la mort de la reine, on parle bien sûr de Marie Lisinska, le parti des dévots, soutenu par mesdames, les filles du roi, n'ayant pu remarier Louis XV à l'archiduchesse d'Autriche Marie-Élisabeth, pense à Marie-Thérèse. Tiens donc. Ironie du sort, comme cela fut pour son défunt mari, il est encore une fois question pour Marie-Thérèse de convoler avec un homme esclave de ses sens. Le projet fait long feu. La comtesse du Barry, nouvelle maîtresse, avant d'être officiellement la nouvelle favorite, ne voulant pas perdre ce prestigieux amant qu'elle tient, justement par le plaisir des sens, et essaiera de l'éloigner du roi qui aimait, on le sait, les jeunes femmes. En 1770, le dauphin Louis-Auguste, futur Louis XVI, épouse l'archiduchesse d'Autriche Marie-Antoinette. C'est la première rencontre entre les deux femmes. Marie-Thérèse a 21 ans et Marie-Antoinette bientôt 15. Alors, quel sera ce destin de cette année 1774, quand Louis XV va mourir et que Marie-Antoinette va bien sûr devenir reine de France, et il y aura des venimeuses rumeurs lancées à dessein pour nuire, attisées par les ennemis de la reine, qui commencent déjà à entacher leurs amitiés. Toutefois, la princesse conserve son caractère pieux et raisonnable, alors que la reine se laisse aller à ses penchants de plus en plus frivoles. On peut dire que la princesse de Lamballe fut un peu comme une sœur. Bien sûr, il y avait d'Argenteau qui était là, qui était aussi pour conseiller la reine, qui envoyait bien sûr ses lettres diplomatiques à la mère de Marie-Antoinette, l'impératrice Marie-Thérèse, mais malgré tout, d'Argenteau n'était pas présent tout le temps, alors que Marie-Antoinette l'était auprès de la princesse. Et la princesse essayait d'atténuer les frivolités, on peut dire, de la jeune reine. Alors Louis XV, qui meurt le 10 mai 1774, elle devient reine de France, Marie-Antoinette. Et en 1775, elle offre à son cher cœur, comme elle la nomme dans des lettres qu'on a retrouvées, le titre très lucratif et bien sûr touchant une très grande rémunération, on parle de plus de 100 000 livres, de surintendante de la maison de la reine.
dont la charge consiste à organiser simplement les plaisirs de la reine. Mais très vite, celle-ci se rend compte que son amie, et cousine d'ailleurs, est trop sérieuse pour l'emploi, n'a pas l'étoffe de la fonction et s'ennuie. Elle se tourne donc alors vers la plus fraîche et la plus insolente de son autre amie, la fameuse Yolande de Polignac. Alors si la reine délaisse la princesse, elle ne l'oublie pas pour autant. Mais il semble clair que pour longtemps, Yolande de Polignac prend la place de l'amie dévouée. Pour occuper son temps, la princesse part à la campagne, reprend ses activités charitables et rachète l'hôtel de Toulouse, c'est-à-dire là où vous avez actuellement la Banque de France, à son beau-père. Elle entre dans les chroniques dans la franc-maçonnerie en devenant membre de la loge féminine La Candeur le 12 février 1777. Elle s'intéresse au mouvement des Lumières, à l'encyclopédie, à la condition des femmes et à l'amitié féminine. Elle organise notamment un dîner suivi d'un bal auquel ne sont conviées que des femmes, ce qui choque la cour et va irriter la reine qui lui dira. Elle est en 1781 grande maîtresse de la mère loge écossaise. On voit la princesse de Lamballe aussi, qui décide de se faire peindre par Élisabeth Vigée-Lebrun, la portraitrice attitrée de la reine, en Gaule, portrait qui date de 1782. Et à l'instar de la princesse, plusieurs autres dames de la cour se firent peindre en Gaule à la même époque. Marie-Antoinette, Yolande de Polignac, et puis aussi la fameuse Madame du Barry. Bien sûr, la Révolution arrive en 1789, ça gronde, et la reine commence à prendre conscience de ses erreurs. Elle se fait plus sage et se rapproche à nouveau de la princesse. Rapprochement d'autant plus aisé qu'elle a demandé à Madame de Polignac de quitter Versailles et de partir pour l'étranger après la prise de la Bastille, parce qu'elle était aussi dans les pamphlets et dans les vociférations de la populace. En octobre 1789, la famille royale est ramenée à Paris et la princesse la suit dans sa nouvelle résidence, le fameux palais des Tuileries. La princesse reste l'un des derniers soutiens de la reine et leur amitié s'en trouve renforcée. En 1791, la reine l'informe de sa fuite et l'enjoint de quitter la France. La famille royale est rattrapée à Varennes, mais la princesse avait envisagé son départ par Dieppe et Londres, munie d'un passeport en règle. Les deux femmes échangeront alors une abondante correspondance dans laquelle il nous reste que peu de choses, mais quand même assez conséquente pour qu'on puisse avoir quand même l'attrait et la relation que pouvaient avoir ces deux femmes. Et bien sûr, la reine avait réaffirmé ses sentiments d'affection envers la princesse. Elle lui écrit « J'ai besoin de votre tendre amitié, et la mienne est à vous depuis que je vous ai vu », lui écrit-elle en 1791. La reine la couchera d'ailleurs sur son testament et demande à son exécuteur testamentaire, fin 1791, la reine supplia encore la princesse de ne pas revenir à Paris. Mais cette dernière, craignant pour la sécurité de ses biens, menacée par les lois en préparation sur les biens émigrés, et aussi par dévouement, rentra à Paris, apprenant ses fonctions de surintendance aux Tuileries. Chose ignorée de la totalité de ses biographes, la princesse de Lamballe émargeait sur les fonds secrets du ministère des Affaires étrangères, et il est peu douteux qu'en diverses circonstances, elle se fût chargée de porter des dépêches pour le compte des souverains. Son passeport d'avril 1791 avait été délivré par le ministre Montmorin, et on a dit que la princesse avait été chargée de rencontrer William Pitt, qui lui avait opposé une fin de non-recevoir. Quoi qu'il en soit, elle n'est évidemment pas demeurée passive pendant les mois précédant sa mort. La presse révolutionnaire relaiera bientôt une dénonciation lancée contre elle par le comité de surveillance de l'Assemblée législative. On lui reprochait d'avoir coordonné et encouragé les activités du comité autrichien, nom de la cellule secrète principalement dirigée par Antoine Omer Talon, Maximilien Radi de Cinquefoy et Charles-Louis Huguet de Sémonville, qui étaient les conseillers, disons, occultes de Louis XVI, et financés par les fonds de la liste civile. Il semble qu'elle y représentait la reine, qui ne pouvait se permettre d'y paraître directement. Ce comité, qui disposait aussi d'un financement privé, avait permis de peser dans les délibérations des comités révolutionnaires, de se rallier certains gens de plume
et de faire retarder le vote du décret de déchéance. Ce qu'on appelait encore les conciliabules de la cour fut avéré par de nombreuses pièces originales découvertes dans l'armoire de fer, le coffre-fort personnel de Louis XVI. Elle mettrait en cause un certain nombre d'individus, souvent des révolutionnaires bon teint, qui avaient effectivement reçu de l'argent de la cour, ceux qui se sentirent soudain menacés par des témoins tels que l'intendant de la liste civile, Arnaud de la Porte, ou la princesse de Lamballe elle-même. Alors, cette vie à la cour de France, comment fut-elle ? En 1769, après la période de deuil qui suit la mort de Marie Ledzinska, je vous en ai parlé, le parti des dévots, soutenu par les filles de Louis XV, n'ayant pu remarier Louis XV à l'archiduchesse d'Autriche Marie-Élisabeth de Habsbourg-Lorraine, la sœur de la dauphine, pense, comme je vous l'ai dit, à la princesse de Lamballe. Ce qui est dit aussi, c'est est-ce que Madame de Lamballe avait un amant ? Est-ce qu'elle avait quelqu'un qu'elle avait dans son cœur ? Bien sûr, aucun témoin et bien sûr personne n'a pu entériner cette hypothèse. Alors ce cher cœur, c'est comme ça que l'appelait Marie-Antoinette, hein. Et bien sûr, sa première dame d'honneur était la princesse de Chimay. Mais il est fort possible que cette dernière ait supplié la princesse de Lamballe durant son absence. Plus tard, la reine se rend compte que sa cousine et amie, la princesse, est bien trop sérieuse pour cette fonction, car elle s'ennuie, et la princesse de Chimay était une femme un peu dévote. C'est vrai que la franc-maçonnerie a une part importante dans sa vie, hein, dans la loge des Neuf Sœurs, la mère loge écossaise. Elle s'intéresse aussi à l'amitié féminine. C'est pour ça qu'on a eu vraiment des choses qui ont été écrites sur elle par rapport à le fait qu'elle était lesbienne, parce que justement elle fréquentait des dames. Il faut savoir que les loges à l'époque étaient séparées. Bien sûr, elles le sont encore aujourd'hui, mais il n'y avait pas, disons, de mixité dans les loges franc-maçonnes. C'est pour ça qu'elle fréquentait les loges féminines et non pas masculines. Alors, au moment de ces événements d'octobre 1789, d'octobre donc, la princesse n'est pas à Versailles. Elle est avec son beau-père, le duc de Penthièvre, au château d'Eu. Le 7 octobre 1789 vers 19h, la princesse de Lamballe apprend par un courrier les événements des 5 et 6 octobre et que le roi et sa famille royale sont maintenant aux Tuileries. Elle veut partir sur le champ du château d'Eu pour Paris. Le duc de Penthièvre tente de l'en dissuader, de lui dire justement de rebrousser chemin, qu'il pourra lui donner des documents nécessaires pour ne pas se faire reconnaître. Mais elle finit par partir vers minuit, accompagnée seulement d'une dame de chambre. Le duc de Penthièvre charge monsieur Chambonas, l'un de ses gentilshommes, d'accompagner la princesse de Lamballe comme garde du corps. Elle arrive le 8 octobre dans la matinée. La princesse de Lamballe donne de brillantes soirées où l'on constate la présence d'officiers de la garde nationale. Ces soirées rencontrent un franc succès et la foule s'y presse. Dès le 8 octobre 1789, la princesse de Lamballe vit soit aux Tuileries, où les devoirs de sa charge la retiennent, soit dans la maison de Passy, rue de la Seine. Le 12 janvier 1790, la princesse de Lamballe part à Châteauneuf-sur-Loire rejoindre le duc de Penthièvre, accompagnée de la duchesse d'Orléans, bien sûr, la femme de qui vous savez. En août 1790, pendant que la famille royale est à Saint-Cloud, la princesse de Lamballe passe un mois en Amboise avec le duc de Penthièvre, puis fait un séjour dans le Maine chez monsieur de Clermont. Après accompagner son beau-père et sa belle-sœur à Châteauneuf-sur-Loire, elle revient à Paris le 28 novembre 1790. Le 21 juin 1791 à 18h, la princesse de Lamballe arrive àEu, où se trouvent le duc de Penthièvre et la duchesse d'Orléans. Elle leur annonce la fuite du roi et de la famille royale. Le duc de Penthièvre donne des ordres à son contrôleur et à son écuyer afin que la princesse de Lamballe puisse partir en Angleterre via Boulogne. Elle s'embarque le 22 juin pour l'Angleterre. Elle rentre à Paris le 4 novembre 1791, suite aux différents départs en émigration et à la suppression de la maison de la reine. La princesse de Lamballe fait toutes les places et tient la cour. Le 14 novembre 1791, la princesse de Lamballe se rend au château d'Annette, où résident le duc de Penthièvre et la duchesse d'Orléans. Elle en repart le 18. En mars 1792, le duc d'Orléans tente de se rapprocher de la cour. Il veut que ses fils paraissent chez sa belle-sœur, la princesse de Lamballe.
Il espère ainsi This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. savoir par eux ce qui s'y passait. Mais il n'en était pas moins suspect à la princesse de Lamballe qui ne les reçoit qu'avec une sorte d'embarras. Ils s'en plaignent à leur père. Étant taxée d'animer un comité autrichien par le duc d'Orléans, elle dédaigne pendant quelque temps ses clameurs. Mais s'apercevant qu'elles prennent de plus en plus de consistance, elle prend celui-ci de fermer entièrement sa maison et ne peut plus recevoir personne à l'exception de la famille royale. Elle y retournera le 6 mai 1792, irait jusqu'au 12 mai. C'est la dernière fois qu'elle voit son beau-père et sa belle-sœur. Le soir du 9 août 1792, la princesse de Lamballe reçoit à souper quelques amis, puis on joue au tric-trac. Le 10 août 1792, après la revue faite vers 5 heures avec le roi, la princesse de Lamballe retourne à son appartement du rez-de-chaussée du pavillon Flore. Elle va en compagnie de messieurs de Clermont-Gallerande et de madame de Genestou s'accouder au balcon qui donne sur le pont royal pour voir le mouvement et la venue des troupes. Du château des Tuileries au manège, la princesse de Lamballe fait le trajet au bras du comte François de la Rochefoucauld. Après l'acceptation de la Constitution par Louis XVI, le 14 septembre 1791, avec le retour de la princesse de Lamballe en novembre 1791 aux Tuileries, il paraît nécessaire à Marie-Antoinette d'acquérir l'amitié des femmes de ceux qui sont les plus en vue. Mais afin de ne pas paraître quémander leur amitié, il est convenu que la princesse de Lamballe se liera successivement avec toutes et les inviterait à des thés qu'elle donne 2 fois par semaine dans son appartement au rez-de-chaussée du pavillon de Flore. Marie-Antoinette et Madame Élisabeth s'y trouvent toujours. Elles ne sont occupées qu'à faire oublier leur ancienne grandeur et les femmes admises à ces charmantes soirées à leur prouver leur respect. Ces réunions font ombrage à ceux qui ne veulent que la perte de Louis XVI. Voilà ce qu'elle dit dans un petit billet du 12 août 1792 qu'elle adresse à la princesse de Tarente. « J'ai lu la plus courageuse des amies votre billet, ma chère petite. Elle me charge de vous assurer de son amitié. Nous pensons à vous. Envoyez-moi, je vous prie, une chemise depuis 2 jours. Je ne me suis pas déshabillé. Je vous embrasse de tout mon cœur. » Bien sûr, après la chute des Tuileries, on va séparer Marie-Antoinette de la famille royale, enfin, la princesse de Lamballe de la famille royale, pardon, et on décide, après la déchéance du roi, qui sont incarcérés avec sa sœur, sa femme et ses enfants, à la tour du Temple. La princesse accompagne la famille royale au donjon du Temple le 12 août. Elle y est incarcérée avec eux. Elle pourrait partir, mais elle ne le veut pas. Le 19 août, on vient chercher tous ceux qui n'appartiennent pas à la famille du roi, stricto sensu, pour les transférer ailleurs. La princesse de Lamballe, avec la marquise de Touzel, sa fille Pauline, ainsi que les autres dames de la reine, mesdames Thibault, de Navarre, de Bassire, sont conduites ailleurs. Madame de Saint-Brice et les valets de Chamilly et Hue sont ainsi conduits avec les autres dames à la prison de la Force, excepté monsieur Hue, qui sous autorisation du maire Piéton fut autorisé à retourner au Temple afin de continuer à servir le roi. Monsieur de Chamilly fut quant à lui écroué à la Grande Force, la partie pénitentiaire réservée aux hommes, et les dames de la reine, dont la princesse, furent écrouées à la Petite Force destinée aux femmes. Marie-Thérèse, après avoir reçu la visite de Manuel, fut autorisée de partager sa cellule avec Madame de Tourzel et sa fille Pauline. La princesse reste ainsi 1 mois enfermée dans la prison, aux côtés de femmes de la noblesse. Alors, dès le 2 et le 3 septembre 1792, c'est les massacres de septembre qui commencent. Une multitude d'hommes armés de barres de fer, de piques et de bûches encerclent les prisons de Paris, décidés à tuer les proches de la famille royale et d'autres détenus qu'une rumeur accuse d'y avoir caché des armes pour fomenter une contre-révolution. La prison est vidée, ces prisonniers qui sont conduits au tribunal improvisé appelé tribunal de sang, introduits au greffe en fonction du jugement qu'il aurait fait, ils sont absous ou massacrés. La princesse, au même titre que les autres détenus, est tirée de sa cellule au matin du 3 septembre à 8 heures et conduite dans la cour de la prison de la Petite Force, renfermait 212 prisonnières. Lors des massacres de septembre, toutes ont été relâchées. Alors même que les autres femmes étaient relâchées, la princesse de Lamballe est traduite devant le tribunal populaire. Et nous allons voir ceci, comment cela s'est passé.
Sur les 8 heures du matin, le 3 septembre 1792, deux gardes nationaux pénétrèrent dans la chambre de la princesse de Lamballe. Là, je vous lis les textes officiels, à la prison de la Force. Sans égard pour son air défait, il lui intime l'ordre de les suivre pour être transféré à la prison de l'Abbaye, arrêté le 10 août précédent aux Tuileries avec le couple royal. La surintendante de Marie-Antoinette a une mine de déterrée, elle n'a pas dormi de la nuit. Elle arrivait que Marat l'égorgeait sur un monceau de cadavres avant de lui dévorer le corps. Elle ne veut pas quitter sa cellule. Des rumeurs des massacres opérés depuis la veille dans les prisons parisiennes sont parvenues jusqu'à elle. Toute la nuit, elle a entendu les cris, les hurlements, les roulements de tambour, les injures et les râles. La tuerie aurait été provoquée par la folle rumeur d'un complot aristocratique. Se murmure que des royalistes auraient caché des armes dans les prisons pour fomenter une contre-révolution. Le peuple mené par de sanguinaires sans-culottes égorge des centaines de nobles, mais aussi des prêtres, de femmes et d'enfants, et même des gens du commun. Ils sont éventrés, démembrés, hachés, piétinés, désossés et même mangés. On voit une femme avec un fourneau, une marmite, en train de cuire un bras et une jambe. Ce matin-là, le soleil hésite à se lever, répugnant à illuminer un Paris rougi par les massacres. Un étranger en visite à Paris alors qu'il assiste au massacre de septembre dira: on m'a parlé et j'ai lu dans mon temps la Saint-Barthélemy. Je crois que ceci est encore pire que ce que je ne pensais. Je quitte ce pays maudit et ce Paris de sang. Les deux gardes nationaux se sont retirés pour aller chercher des ordres. Pendant ce temps, la foule rassemblée autour de la prison commence à scander le nom de Lamballe. Tiens, comme par hasard, qui savait qu'elle était là? Comment cette foule pouvait-elle le savoir? Pour réclamer sa mort. Celle-ci tombe, évanouie. Sa femme de chambre, qui n'a pas voulu la quitter, la fait revenir à elle avec quelques sels qu'elle avait dissimulés. Elle délire. Vers 11 heures, la porte s'ouvre avec fracas. Poussée par les deux mêmes gardes nationaux qui lui ordonnent de venir, à l'instant, parler à des commissaires de la commune l'attendant au greffe. Le temps de passer une robe blanche toute simple et d'enfermer sa magnifique chevelure blonde dans un bonnet de coton, elle les suit. Comme elle hésite encore, il l'empoigne sans ménagement par le bras, lui creusant un bleu. Dans le greffe, plusieurs sinistres membres du comité de surveillance de la commune du 10 août, ceints de leur écharpe bleu-blanc-rouge, jugent les détenus à la chaîne. Aussitôt condamnés à mort, ils sont égorgés par des hommes couverts de sang qui les attendent derrière. À la vue des cadavres et du sang, la princesse de Lamballe s'évanouit de nouveau. Sa femme de chambre la relève. Les menaces reprennent de plus belle. Elle perd de nouveau connaissance. Elle se tord sur le sol. Enfin, la voilà en état de répondre. Le juge brandit 3 lettres qui ont été trouvées dans son bonnet, dont une de Marie-Antoinette. L'interrogatoire débute. Qui êtes-vous? Marie-Louise, princesse de Savoie. Votre qualité, surintendante de la maison de la reine. Aviez-vous connaissance des complots de la cour au 10 août? Je ne sais pas s'il y avait des complots au 10 août, mais je sais que je n'en avais aucune connaissance. Jurez la liberté, l'égalité, la haine du roi, de la reine et de la royauté. Je jurerais facilement les 2 premiers, mais je ne puis jurer le dernier, il n'est pas dans mon cœur. Entendant cette réponse, un ancien valet de chambre de la princesse, mêlé à la foule, se penche vers elle. Jurez donc, si vous ne jurez pas, vous êtes morte. La princesse se tait. Alors le juge prononce la phrase: qu'on élargisse madame, je suis perdu. Comment faut-il interpréter cet ordre? Certains historiens le prennent au premier degré. Le tribunal fait relâcher la princesse. Celle-ci sort donc par le guichet. Voyant les cadavres des détenus assassinés, elle aurait été prise d'un malaise. D'où la méprise des tueurs, qui la croyaient déjà frappée. Abattent leurs armes sur elle. Pour d'autres, la phrase du juge est un code arrêté avec les tueurs pour les appeler à frapper. Madame de Lamballe sort donc dans la cour de la prison. Quelqu'un lui recommande de crier « Vive la nation !» Mais les vues des cadavres lui fait dire « Fi, horreur, qu'est-ce ?» Elle ajoute « Je suis perdue ». Aussitôt un garçon perruquier, ivre, tente de lui enlever sa perruque et la pointe de son sabre. Il fend le front de la malheureuse qui commence à saigner et s'effondre en sang. 2 hommes grimaçant de haine la saisissent sous les bras pour l'obliger à marcher sur les cadavres. Elle est au bord de la syncope. Dans la foule, des voix crient « Grâce, grâce !» Les assassins hésitent quelques secondes, mais un certain Charlat, tambour de son état, lui porte un terrible coup de bûche à la tête qui, l'étant raide, de multiples coups de pique l'achève. Le nègre de l'Orme, ramené de Saint-Domingue par Fournier, l'Américain, s'empare du cadavre pour le déshabiller et éponger le sang afin d'en faire admirer la blancheur aristocratique. Ses gros doigts violent la morte, il est hilar. La foule s'époumonne, les yeux brillent d'une fureur incontrôlable. Les gorges hurlent des insanités, les femmes sont pas les dernières.
Les bras dessinent des obscénités. Un garçon boucher nommé Allègre s'empare de la tête de la princesse qu'il sectionne adroitement avec un long couteau de boucher. C'est atroce. L'homme s'enfuit avec son boutin sur le bras. Bientôt, il plantera la tête sur une pique. Pendant ce temps, on continue de profaner le corps dénudé de la princesse. On lui découpe les seins. Le même charlat déchire les entrailles et arrache le cœur. Plus horrible, un inconnu découpe le sexe qu'il porte à sa bouche pour en faire une moustache. Certains rapportent des scènes d'anthropophagie. Une femme commence à planter ses mains dans les entrailles pour les sortir. Pendant ce temps, la troupe qui s'est emparée de la tête et du cœur entreprend une tournée de Paris et des Grands-Ducs, comme on pourrait dire, pour montrer son trophée. Premier arrêt chez un marchand de vin, rue du cul-de-sac des Prêtres. Les égorgeurs déposent Madame de Lamballe sur le comptoir pendant qu'ils vident des pichets de vin. Après avoir obligé le tenancier à boire, la troupe repart. Deuxième arrêt chez un perruquier, pour qu'il accommode la tête de Madame de Lamballe, menacée de mort, il lui faut obéir. Il lave la longue chevelure blonde collée par le sang, la tresse et la poudre. Au moins maintenant Antoinette peut la reconnaître, lance malicieusement quelqu'un. Mais moi je sais où elle est, là, Antoinette. Allons lui porter la tête. Le cortège prend la direction de l'abbaye de Saint-Antoine pour présenter la tête et le cœur à l'abbesse, ancienne amie de la princesse. Cette politesse effectuée, Charlat, qui tient toujours la pique, prend la direction de l'hôtel de Toulouse, demeure de la princesse, pour faire baiser à cette tête ces beaux meubles. Ils y enfoncent la porte, mais ils y renoncent pour se rendre aux Tuileries, celles-ci ne voulant pas céder. Comme on ne les laisse pas entrer avec leurs sanglants trophées, ils font demi-tour. C'est alors que surgit l'idée de se rendre à la prison du Temple pour insulter et effrayer le couple royal. 3 heures viennent de sonner. Sortant de table, Louis XVI et Marie-Antoinette entendent une rumeur enflée. Des tambours battent, bientôt le cortège est sous leurs fenêtres. Des hurlements, que se passe-t-il? Un garde municipal qui découvre le spectacle hideux referme aussitôt les fenêtres et les rideaux pour épargner le couple royal. L'agitation s'accroît dans la rue. Antoinette, Antoinette, on prend peur. Plusieurs officiers accourent dans la pièce en demandant au roi de se montrer à la fenêtre pour calmer la foule. Louis XVI exige de savoir ce qui se passe. Un jeune officier lui répond « Eh bien, sire, puisque vous voulez le savoir, c'est la tête de Madame de Lamballe qu'on veut vous montrer. » Ces mots glacent d'horreur la reine qui s'évanouit immédiatement. Le roi accourt vers elle pour la relever. Ses enfants fondent en larmes. Dehors, les cris se font plus menaçants. On injurie la reine. Les gardes municipaux empêchent l'horrible cortège de pénétrer dans la prison. On y vient même avec les fusils pour repousser la tumulte. Et bien sûr, en plaquant un ruban tricolore sur la porte d'entrée pour montrer que c'est bien sûr un endroit républicain et révolutionnaire. Colère des tueurs. Finalement, on négocie. Les assassins de la princesse sont autorisés à faire le tour de la tour du Temple 3 fois où loge la famille royale et de s'éclipser, sinon la garde tirera. La balade n'est pas achevée. Madame de Lamballe va maintenant se promener sous les fenêtres du palais royal pour saluer le duc d'Orléans, son beau-frère, qui déjeune. Il en perd l'appétit et va vomir. Direction les Halles, où un boucher s'empare du cœur, le hache et offre à la foule de le manger. Le steak tartare ne faisant pas encore partie de la gastronomie française, tout le monde refuse. Les chiens se régalent, eux, car en fin de compte, on jette ceci aux bêtes. Enfin, la tête et même le corps que les barbares traînaient avec eux sont jetés sur un tas de cadavres devant le Châtelet. Un proche de la famille de Lamballe, qui avait suivi les assassins toute la journée, parvient à récupérer la tête pour la remettre à monsieur le duc de Penthièvre, beau-père de la princesse de Lamballe, qui l'a fait enterrer à Vernon après avoir prié et pleuré toute la nuit. Et c'est ça, cette République, qui veut donner des leçons d'humanité. Je vais vous donner une autre version du massacre de la princesse de Lamballe. Dans Paris, une cohue, un tumulte inaccoutumé. Les foyers désertés, tout un peuple encombre les rues. On s'assemble dans les carrefours, on parle sur les bornes. À toute heure du jour, les proclamateurs de journaux remplissent la ville de leurs cris. Les affiches couvrent les façades des maisons. Sur les ponts, sur les places publiques, des marchands ambulants se sont installés. La police, occupée à des besognes politiques, laisse grandir le crime et la prostitution. Les meurtres se multiplient et on ne peut sortir le soir sans être arrêté par des sœurs promeneuses. Aux Tuileries, où Madame de Lamballe arriva le 4 novembre, la famille royale est gardée à vue. La cour du château ressemble à un véritable camp et des sentinelles partout, à chaque escalier, de l'intérieur et jusque sur les toits. Personne n'entre dans le palais sans un billet de Lafayette ou de Bailly. Et dans la chambre de la reine, 2 gardes nationaux demeurent en permanence, le jour comme la nuit, obligeant Marie-Antoinette à se lever et à se coucher devant eux
infâme injure à la personne royale, dirais-je. La cour avait l'aspect le plus triste et en même temps le plus pénible, écrit le marquis de Clermont-Guilherande, qui était entré en France quelque temps après la princesse de Lamballe. Les grandes charges ou étaient absentes ou avaient quitté. La reine avait été abandonnée par sa propre maison, par ceux dont les personnes et les familles avaient reçu de sa main les plus beaux et les plus grands bienfaits et les plus belles gratitudes. Madame de Chimay, dame d'honneur, avait quitté. La peur avait engagé Madame d'Orsat, dame d'Atour, à aller rejoindre chez l'étranger Madame de Gramont, sa mère, qui lui la suppliait de quitter ce pays infernal. La duchesse de Luxembourg était à Lisbonne avec son mari. Madame de Luynes, de Duras, d'Hénin, de Berg et de Polastron étaient déjà partis depuis longtemps. Marie-Antoinette n'avait plus de dame en son palais, et il ne restait plus que Madame de la Roche-Aymon, de Tarente, de Castellane et de Maillé. Monsieur de Tessé est en Suisse, le duc de Polignac est à Vienne pour aller négocier avec l'insurrection, contre l'insurrection en France et de permettre à une coalition de venir délivrer le roi. Monsieur de Sceaux, lui, a déjà été tué. L'intendant, le chancelier, le surintendant des finances, le maire même, le chauve-sire ont émigré. Il reste auprès de la reine un seul aumônier, Monsieur de Cambis, qui va bientôt être obligé de s'éloigner puisqu'il n'a pas prêté serment à la constitution du clergé. Les deux secrétaires des commandements, Augeard et Beaujard, et d'Espriès, qui n'ont pas abandonné non plus ses fonctions de maître d'hôtel et de secrétaire de la surintendante. Madame de Lamballe fait toutes les places, tient la cour, empêche les départs, relève les défaillances, réunit les fidèles, se voue corps et âme au service de cette reine qu'elle admire maintenant autant qu'elle la chérit, car Marie-Antoinette a un courage égal à son infortune et se montre admirable dans le malheur. On verra même Madame de Lamballe donner des billets à Fersen en cas de nouvelle évasion. Ce n'est point que la surintendante se plaise aux Tuileries. Il n'y a que la reine qui lui fasse supporter ce séjour, son sentiment pour elle lui donne la force de s'y soutenir venue dans ce chien de pays, pour la reine et pas pour du tout se divertir. On ne la voit guère dans le monde. Cependant, elle donne quelques dîners, quelques soupers par semaine, et tâche de réunir autour du trône un petit nombre de serviteurs dévoués qui remplacent les honneurs que la Constitution a supprimés. La princesse, en dépit de l'incessant ébranlement du tocsin et des appels aux armes, se trouvait dans un état de santé assez favorable. En entrant dans le bureau du greffe, Madame de Lamballe, effrayée à l'horrible et terrifiant aspect de cette salle d'audience, s'était évanouie. Ainsi n'eut pas lieu l'interrogatoire souvent publié, aussi bien n'est-il resté ni papier, ni note, ni texte authentique de ces jugements de septembre qui, comme l'a fort bien écrit M. Lucien Lambeau, s'enregistraient à coups de sabre et non pas sur du papier et du crayon. D'ailleurs, certains révolutionnaires, bien haut placés et à la Constituante, disaient « surtout n'écrivons rien, ne laissons rien ». C'était tellement plus simple et surtout moins dangereux pour les conséquences ultérieures. Pensez bien, les troupes commencent à s'annoncer aux frontières, dira un député. Imaginez que nous perdions la guerre et que ces gens reviennent en force pour prendre le pays. Qu'adviendra-t-on de nous? Ah, elle est belle la révolution et les révolutionnaires. Quel courage ont ces gens! Quand les juges de ce singulier tribunal rendaient un verdict d'acquittement, ceux qui étaient déclarés innocents recevaient la collade du président, puis deux hommes armés le conduisaient jusqu'à la porte basse, par où Madame de Lamballe était entrée à la force. Ils passaient les premiers en criant « Vive la nation !» Alors les massacreurs, prêts au meurtre, abaissaient leurs armes. Le peuple massé la criait « Bravo, bravo, ne frappez pas, ce sont de bons républicains, ils sont contre le roi. » On battait des mains, on embrassait celui qui venait d'être libéré, on le faisait danser. Et bien sûr, certains faisaient mine et s'échappaient difficilement à la joie débordante de ce peuple avide. Souvent de ses vêtements, elle était jetée de ces morceaux de cadavres qui, depuis le matin, s'accumulaient au coin de cette sinistre rue des Ballets et de la grande rue Saint-Antoine. Il était un peu plus de midi quand, dans sa robe blanche, pâle comme son linge, à moitié évanouie dans les bras de deux hommes qui la soutenaient et de sa servante, la princesse de Lamballe parut sur le seuil du guichet de la prison. Aussitôt, et sans qu'elle pût proférer une parole, elle fut abattue dans sa frange sanglante de la rue. Alors une fureur s'empara de la multitude. Les pamphlets infâmes répandus à la cour contre Marie-Antoinette et toutes celles qui rapprochaient revinrent à la mémoire des mégères qui depuis le matin assistaient au massacre dans son sobre boyau de la rue des Ballets.
Un homme écrit. Les femmes s'agglutinaient les unes sur les autres, battaient des mains, c'étaient elles les plus sanglantes. Certains hommes s'évanouissaient, rarement les femmes. La Lamballe, c'était l'amie de l'Autrichienne, c'était la femme immonde, qui était revenue après de la reine pour continuer aux Tuileries avec la Sappho de Trianon et les Saturnales de Versailles. Comment des gens de la basse condition qu'ils pouvaient être pouvaient proférer de telles phrases sans qu'on l'aurait pu leur dire et leur souffler. La pauvre princesse qui avait tant souffert de son amitié pour Marie-Antoinette venait à être immolée et allait être souillée à cause de cette amitié. On s'acharne sur le pauvre mystère de son cadavre, on arrache tout. Et robe, et chemise, et nue comme Dieu l'avait faite. On l'expose aux yeux des enfants et des femmes qui se réjouissent de ce hideux spectacle. Un homme lui tranche la tête, un autre lui ouvre le ventre. Au temple, à Lamballe, crie-t-on dans la foule. Allons faire baiser à l'Autrichienne la tête de sa putain. Un cortège se forme, mascarade sinistre, auprès de ces odieuses profanations. Un tueur au tondeau, sans doute, porte au bout d'une pique la tête de la princesse. Deux individus traînent par les jambes le corps nu sans tête, le dos contre terre et le ventre ouvert jusqu'à la poitrine. Un charbonnier tient avec un bâton un lambeau de chemise trempé de sang et de boue. Un égorgeur étaille les entrailles de la victime sur le sol et un autre, plus horrible, Tenepidis tocam tunis exteriem partem cam ipse a cadavere existerat. Alors, Monsieur Lemoine, qui a traduit en latin quelques lignes qu'il est impossible de citer, telles que, bien sûr, Dojon les a écrites. Les cheveux agrippent toutes les parties externes du corps de sa chatte. Voilà un peu ce que ça veut dire, hein. Par les rues des francs-bourgeois, du chaume et de la corderie, ces pauvres dépouilles sont portées au temple. La foule est prodigieuse dans la rue et pousse des cris tumultueux et prolongés. Les municipaux de garde auprès de la famille royale ont fait doubler les postes de la prison voyant cela. L'un d'eux, Dojon, a tendu devant la porte du temple un ruban tricolore qui ne doit pas être franchi. Il se jette au-devant de la funèbre caravane. On l'insulte et on le menace, on lui jette d'horribles imprécations. Les termes les plus obscènes et les plus dégoûtants sont vomis avec des hurlements affreux. Ah voilà, c'est pas pour ça que je fais la révolution, dira-t-il. Incertain de ce qu'ils doivent faire, n'osant tenter une résistance impolitique, dangereuse et peut-être injuste, les municipaux s'opposent à l'entrée de la tour, mais permettent que quelques-uns des forcenés pénètrent dans le jardin. On laisse dans la rue le corps de la princesse, mais on emporte la tête livide et on la hisse sur les fenêtres de la tour. Le roi sortit de table. Il faisait une partie de tric-trac avec la reine. Quand les municipaux entrèrent, il leur demanda si sa famille était en sûreté. Oui, lui répond-on, mais les cris redoublent. Un homme vêtu en garde nationale avec 2 épaulettes et un grand sable insiste pour que les prisonniers se mettent aux fenêtres. Les municipaux s'y opposent, on se dispute, la reine interroge. C'est lui, dit brutalement l'homme au grand sable. C'est la tête de Madame de Lamballe qu'on veut vous montrer. Je vous conseille de paraître si vous ne voulez pas que le peuple monte ici. Elle, à ces mots, Marie-Antoinette s'évanouit. Le roi accourt près d'elle. Madame Élisabeth éclairie la relève et la place dans un fauteuil. Le roi lui fait un peu d'éventail. Monsieur, dit le roi, nous vous attendions à tout, mais vous auriez pu nous dispenser d'apprendre à la reine ce malheur affreux. L'homme sortit avec ses camarades. Leur but était rempli. Comme c'est marrant, comme c'est bizarre, dit la reine. Comment nous ici, nous ne pouvons être gardés alors que la Révolution nous avait promis que nous serons épargnés. Mais je vois que ici, tout nous sera fait. Je peux m'attendre à tout. Maintenant, malheur à la France, malheur à mes enfants. C'était Histoire de France, la princesse de Lamballe ou le funeste destin. Et ben voilà. Alors, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur ces affreuses situations que connut la France en 1792, alors j'ai un livre assez ancien, Albert-Émile Sorel, La princesse de Lamballe, une amie de la reine Marie-Antoinette, c'est écrit en 1933, c'est chez Hachette, ça peut être retrouvé, je pense, mais je ne crois pas que ça va être facile quand même. Hein. Jacques Roland, La franc-maçonnerie féminine dans la Révolution française, c'est chez Trajectoire en 2013.
Jacques Castelnau, bien sûr, c'est un grand historien, ça, des années 40, 50, 60. La princesse de Lamballe, chez Hachette, 1956. Michel de Decker, La princesse de Lamballe, Paris-Perrin, 1979. Évelyne Levert, Marie-Antoinette, Fayard, 1991. Alain Vircondelet, La princesse de Lamballe, chez Flammarion, en 1995. Antoine Debec, Les dernières heures de la princesse de Lamballe, l'histoire numéro 17, janvier 1998. Il a écrit aussi La gloire et l'effroi, 7 morts sous la terreur, Paris, chez Bernard Grasset en 1997, et La princesse de Lamballe ou Le sexe massacré. Vous lirez ça dans ce livre de la page 79 à 106. Michel de Decker, La princesse de Lamballe, Mourir pour la reine, chez Pygmalion, 1999. Et Emmanuel de Valicourt, La princesse de Lamballe, L'ami sacrifié de Marie-Antoinette, chez Talandier, 2021, c'est le dernier qui soit sorti sur La princesse de Lamballe. Et plus général, François Bluch, bien sûr, septembre 1792, Logique d'un massacre chez Lafon en 1986. Et Pierre Caron, Les massacres de septembre, ça c'est à lire. C'est vieux, ça date de la Maison du Livre français 1935, mais Pierre Caron sur les massacres de septembre. Voilà un peu ce que l'on pouvait dire sur pour La princesse de Lamballe et plus généralement pour les massacres de septembre. Alors j'ai travaillé avec les documents, bien sûr. Alors je travaille avec Le Point, j'ai travaillé avec les Archives nationales de France sur les massacres de septembre. J'ai travaillé aussi avec ce que je vous ai dit, avec Évelyne Levert sur Marie-Antoinette, Félix sur Louis XVI et Marie-Antoinette, un couple en politique, et sur Bluch que j'ai le livre sur les massacres de septembre de 92. Voilà, tellement troublé ce soir par ce récit du massacre de la princesse de Lamballe. À bientôt, merci encore d'être encore de très nombreux à suivre ces histoires de France. Quel était le crime de la princesse de Lamballe pour avoir mérité un tel châtiment ignoble? Être l'ami dévoué de la reine Marie-Antoinette. Et ne pas avoir voulu l'abandonner. Cette pauvre femme a été sexuellement mutilée, son sexe servira de moustache à l'un de ses bourreaux, elle sera violée, dépecée. Les révolutionnaires mettront sa tête sur une pique et iront jusqu'au palais royal, où son beau-frère, qui déjeune, en perdra l'appétit. Puis à la prison de la reine, qui en la voyant s'évanouira. L'horreur continue quand un boucher s'empare du cœur arraché de sa poitrine, le hache, et offre à la foule de le manger, mais elle refusera. Les chiens, eux, se régaleront. Elle s'appelait Marie-Thérèse Louise de Savoie-Carignan, elle avait 43 ans. Ceux-là même qui se disent grands défenseurs des femmes, qui dénoncent le soi-disant manque de considération des femmes sous la monarchie, ont été les premiers à mettre les femmes au second rang, et n'ont pas hésité à les violer, massacrer, éventrer, etc. La cruauté émanant des républicains est complètement inhumaine. Tout ce qu'ont fait les révolutionnaires pendant la Révolution est d'une cruauté sans nom. D'autres femmes ont subi des horreurs telles que ce qu'a vécu la princesse de Lamballe. Et ils osent parler des droits et libertés de la femme sous la République?